Bonjour, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances de Noël. Deux salles du Louvre regroupent des fresques italiennes. Là, on va pouvoir aborder cette période sur ces deux aspects, religieux et profanes. Alors, vous me suivez dans l'aile de nom du musée ? Quand on se balade au Louvre, c'est bien de lever le nez. Il y a des plafonds époustouflants, comme dans ces deux salles par exemple. On y voit des décors et des trompe-l'œil. Ici, les arts et les sciences sont à l'honneur. En effet, dans le monde d'avant, si je puis dire, on jugeait ces deux éléments indispensables au développement de l'humanité. Voyons maintenant les œuvres exposées, des fresques. Aussi, avant même d'analyser ce qui est représenté, parlons de la technique. Lorsqu'au cours d'une visite guidée on arrive ici, je demande à mes visiteurs s'ils connaissent ce procédé. La plupart du temps, on me parle de peinture sur le mur. Plus exactement, les peintures directement faites sur un mur sont soit de l'art pariétal, les grottes de Lascaux par exemple, ou plus proche de nous, l'art urbain ou street art. Concernant la fresque, il s'agit d'une sorte de papier peint en pierre. Si la fresque est habituellement associée à l'Italie, la paternité en revient à la Mésopotamie, au milieu du 2e millénaire avant notre ère. Même si elle est pratiquée depuis longtemps, c'est au tournant des 13 et 14e siècles qu'elle se développe considérablement dans la péninsule italienne. On dit que cette technique a été détrônée par l'usage de la peinture sur toile, et aussi parce qu'une fois qu'on avait recouvert tous les murs des églises, il fallait bien trouver un autre support. Voyons rapidement les différentes étapes de la réalisation d'une fresque. D'abord, il faut un mur, sur lequel l'artiste applique de l'enduit. Enduit composé le plus souvent d'eau, de chaux et de sable, voire de poussière de marbre. On a donc une couche, parfois même deux, qui adhère au mur. Au total, l'épaisseur varie d'une dizaine de millimètres à 1 centimètre. On ne couvre pas l'ensemble du mur, mais uniquement ce que l'on va pouvoir peindre en une journée. C'est ce qu'on appelle en italien une giornata. Le mot fresque vient aussi de l'italien affresco, qui désigne l'enduit frais, sous-entendu encore humide. Ensuite vient le dessin, et pour cela il y a deux méthodes. Soit on dessine à main levée au fusain directement sur l'enduit frais, ou alors on utilise un gabarit ou un poncif, des sortes de pochoirs plus ou moins détaillés que l'on fixe sur l'enduit frais. Sur le poncif, troué à intervalles réguliers, on applique de la poudre de fusain qui passe par les trous et se fixe sur l'enduit. Lorsqu'on retire le gabarit ou le poncif, il reste le dessin entier ou en pointillé. Il ne reste plus qu'à ajouter les couleurs. La chaux a tendance à détruire certaines couleurs, en particulier les couleurs chimiques, d'où l'importance encore maintenant de travailler avec des pigments minéraux. Les pigments de couleur sont de la poudre que l'on dilue dans de l'eau. Appliqués sur l'enduit frais, ils sont littéralement avalés. En fait, ils se calcifient et restent pour l'éternité. C'est aussi la raison pour laquelle les fresques étaient si appréciées. Attention, il ne faut pas se louper, car une fois les pigments en contact avec l'enduit, on ne peut plus les enlever. Si c'est raté, il faut tout casser et recommencer depuis le début. L'artiste peut tout de même faire des corrections sous forme d'ajouts. C'est possible à sec, à secco comme on dit. On peint sur l'enduit sec, sauf que les pigments ne sont pas avalés, ils restent en surface, un peu comme du Tipex. Avec le temps, ça s'effrite et donc ça disparaît. Pareil pour l'intensité des couleurs, il faut savoir doser, car les couleurs s'éclaircissent en séchant. Et si c'est trop clair ou trop foncé, dommage. Il faut constamment humidifier l'enduit pour qu'il reste frais. Soit on pulvérise de l'eau avec un vaporisateur, ou alors la bonne vieille technique du linge mouillé. À la fin de la journée, on détruit l'enduit qui n'a pas été peint. Le jour suivant, il faudra en refaire pour poursuivre l'œuvre. Bien évidemment, il faut que le raccord soit le plus discret possible. Vous l'aurez compris, pour être un bon fresquiste, il faut être un excellent dessinateur, agile, rapide et bon technicien. La question que l'on peut se poser maintenant, c'est de savoir comment on déménage des fresques. On ne parle pas d'un tableau qu'il suffit de décrocher du mur. Il y a 3 possibilités. 1. On détache uniquement la couche picturale. 2. On décolle la peinture avec l'enduit. Et 3. Avec la méthode la plus ancienne, on ne fait pas dans le détail, on emporte carrément le mur, l'enduit et la couche picturale. Pour les 2 premières techniques, en gros, on appose une toile encollée sur l'ensemble de la fresque à détacher. Ensuite, on martèle délicatement avec un maillet matelassé pour que la fresque se désolidarise du mur porteur. Au lieu de tomber par terre, les morceaux se fixent sur la toile encollée. Une fois l'ensemble de l'œuvre décollée du mur et transféré sur la toile, on protège avec une âme de bois. Et voilà, il n'y a plus qu'à transporter le paquet. On dépose ensuite la fresque sur un mur du Louvre qu'on aura pris soin de badigeonner de colle. Ce mur devient le nouveau support de l'œuvre. Il suffit après d'enlever la toile pour redécouvrir la fresque. Alors voyons maintenant ces fameuses fresques. Commençons par Bernardino Luini, un artiste lombard qui a souvent été considéré
au mieux comme l'un des meilleurs suiveurs de Léonard, au pire comme un imitateur servile de la manière du maître. Merci encore à Roberto Longhi d'avoir réhabilité ce fresquiste prolifique et incompris. Les chrétiens, tout comme les laïcs d'ailleurs, parleront des vacances de Noël, en référence à la naissance de Jésus, épisode biblique appelé la Nativité. Mais pourquoi le 25 décembre ? Car en réalité, il reste des interrogations quant à la date précise et au lieu de naissance de Jésus. Petit retour dans l'Antiquité, au moment où l'Empire romain règne sur le monde. Le 25 décembre, dans la tradition populaire et païenne, on fêtait le solstice d'hiver. Plus tard, les Romains polythéistes, à cette même date, vont célébrer la divinité solaire Sol Invictus. On n'était plus à une superposition près. Lorsque les Romains sont devenus chrétiens, la fête s'est transposée à la nouvelle religion pour devenir la célébration de la naissance de Jésus. On ne sait rien de la commande de ces fresques à Luigny. Plusieurs sources laissent penser qu'elles ornaient un oratoire ou une chapelle dans les environs de Milan, édifice aujourd'hui disparu. Qu'il s'agisse de la Nativité ou de la fresque voisine sur l'adoration des mages, les deux œuvres fonctionnent de la même manière, un peu comme une BD. À l'arrière-plan, à travers une ouverture géométrique très simple, de petits personnages s'inscrivent dans un paysage. Ils racontent le début de l'histoire. Au premier plan, on voit la fin de l'histoire, en fait l'intitulé. Petit rappel biblique. Dans l'ordre, ça commence avec l'annonce aux bergers. C'est ce que nous montre Luigny à l'arrière-plan. Il faut imaginer des bergers gardant leurs troupeaux. La nuit, ils dorment à la belle étoile. Surgis de nulle part, arrivent des anges qui les réveillent et les informent de la naissance du Messie. Le berger que l'on voit en premier a l'air hagard, probablement sorti trop vite d'un sommeil profond. Suivant les anges et les étoiles, les bergers se mettent en route en direction de l'étable où serait né Jésus. Une fois arrivés, on les imagine à notre place de spectateurs en train de regarder attendri le nouveau-né. C'est l'épisode de l'adoration des bergers. Auprès de Jésus, ses parents bien sûr, Joseph et Marie, et Saint Jean-Baptiste. Penché sur son cousin, il porte une croix, comme un présage du supplice à venir. Un ange tient l'enfant et semble sourire aux bergers. Après les bergers, entendez le petit peuple, on passe aux grands de ce monde d'alors, les mages. Qui sont-ils vraiment ? Le mystère reste entier, car seul saint Matthieu en parle dans son évangile. En tout cas, après des interprétations successives, ils sont devenus les fameux rois mages. Lorsqu'ils arrivent à l'étable, ils se prosternent devant la Vierge et Jésus. C'est l'épisode de l'adoration des mages. Et chacun apporte son cadeau. Sans doute ce qui sera à l'origine de notre pratique moderne d'offrir des cadeaux à Noël. Bien évidemment, il y a plusieurs symboliques. Je vous en livre une. L'or ferait allusion à la descendance royale de Jésus. L'encens à sa divinité. Et la myrrhe, déjà utilisée par les Égyptiens pour embaumer les momies, évoquerait la mort de Jésus. Et justement, à côté des fresques de Luigny, il y a la crucifixion peinte par Fra Angelico. Fra, ça veut dire frère en italien. En effet, très jeune, l'artiste entre en religion dans l'ordre des prêcheurs, d'où probablement son surnom de peintre des anges. Cette fresque ornait autrefois le réfectoire du couvent San Domenico de Fiesole, un village dans la périphérie de Florence. Saint Dominique, fondateur de l'ordre en 1215, est agenouillé aux pieds de Jésus crucifié, encadré par la Vierge et Saint Jean. Lors de la crucifixion de Jésus, les Romains avaient pris le soin d'indiquer le motif de la condamnation. Ils avaient cloué un écriteau sur la croix avec l'inscription « INRI ». Ce sont les premières lettres de chaque mot d'une phrase en latin que l'on peut traduire par « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». La composition et les expressions des personnages paraissent d'une simplicité déconcertante. Cela rappelle l'austérité prônée par les dominicains. C'est avec ce dépouillement et cette retenue que Fra Angelico force le respect, à la fois guide spirituel et artistique. Revenons à présent aux rois mages de Luigny. Eux aussi sont guidés par les étoiles. On les voit progresser à l'arrière-plan. Ils vont sans doute rencontrer les bergers puisqu'ils se rendent au même endroit, à l'étable. Depuis le IXe siècle, on leur a donné un nom, Gaspard, Balthazar et Melchior. Et ce n'est qu'à partir du XVe siècle qu'apparaît la représentation d'un roi mage noir, avec la découverte de l'Afrique. Progressivement dans la peinture, ils incarneront les trois âges de la vie, la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Nous les Européens avons, semble-t-il, hérité du vieillard. On parle du vieux continent, non ? Dans cette logique, la maturité serait pour l'Orient, et l'Afrique, nouvellement découverte, incarnerait la jeunesse. Revenons à ce fameux 25 décembre. Il a fallu un peu de temps pour ajuster les calendriers. Celui que nous suivons encore a été mis en place par le pape Grégoire XIII en 1582. Avant cela,
Il y avait eu un calendrier qui divisait l'année en 304 jours. Oups, il en manquait juste 61. Donc bien sûr, rapidement, il y a eu un décalage entre le temps humain et réel. César arrive et réforme. On utilise alors le calendrier julien. L'année compte alors 365 jours répartis sur 12 mois et 6 heures, d'où le jour supplémentaire des années bissextiles. Malgré tout, ce calendrier julien engendrait un décalage d'environ 8 jours tous les 1000 ans. Si nous avions continué avec ce calendrier, faisons le calcul. 2 millénaires fois 8 jours égale 16 jours. Autrement dit, on fêterait Noël 2021 à la mi-janvier 2022. Allez vendre ça aux millions d'enfants qui avalent goulûment un chocolat chaque jour pour patienter jusqu'à ce fameux 24 décembre. Enfin, le 24, c'est pour les parents, focalisés sur le bon repas qui s'annonce. Pour les gamins, il faudra attendre le lendemain matin pour ouvrir les cadeaux. En France en tout cas, car dans d'autres pays, les cadeaux sont offerts soit le 6 décembre à la Saint-Nicolas, soit le 6 janvier à l'Épiphanie. Alors pour en revenir à nos fresques, c'est dans l'œuvre du Florentin Botticelli qu'on va trouver les cadeaux. Ces fresques ont été commandées à l'occasion d'un mariage. Beaucoup d'hypothèses ont été formulées quant à l'identité des jeunes mariés. En tout cas, il est fort probable qu'on ait ici leur portrait. Sur une fresque, on voit la future mariée. Vénus, la déesse de l'amour, normale pour un mariage, arrive accompagnée de ses copines, les trois grâces. Avec la fontaine, on suppose qu'elles viennent du jardin pour entrer dans la chambre afin de remettre son cadeau à la jeune mariée. Certaines parties sont manquantes, soit parce que l'enduit était en trop mauvais état, soit parce que les parties réalisées à secco ont disparu. Vous vous souvenez le fameux Tipex ? Et justement, c'est le cas pour le cadeau de la mariée. C'est pourquoi on ne sait toujours pas ce qu'elle a reçu. Par contre, ce que reçoit le jeune marié, c'est très clair. On le voit sur la seconde fresque. Comme sa future épouse, il est habillé à la mode du XVe siècle. Vénus encore, ou peut-être Minerve selon certaines sources, le conduit à son cadeau. Alors messieurs, vous comprendrez bien qu'il ne reçoit pas ces 7 jeunes femmes comme cadeau de mariage. Il reçoit pourtant un cadeau très précieux. On lui offre le savoir. Si on voulait actualiser le cadeau, on dirait qu'on lui implante une connexion 5G dans le cerveau. Ainsi, ce jeune homme se voit offrir l'instruction d'un humaniste, un homme qui sait tout sur tout, ou plus précisément sur les 7 matières qui composent les arts libéraux. Ils se divisent en 2 catégories, les arts du trivium, ceux liés aux mots, et les arts du quadrivium, ceux liés au nombre. Si vous le voulez bien, identifions les matières. La première est la grammaire. Bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas la matière la plus excitante. En revanche, c'est le socle de l'écriture et du langage, donc indispensable. Ensuite, la dialectique, c'est celle qui tient le scorpion. Habituellement, c'est un serpent qui est utilisé pour symboliser cette matière. Est-ce là une fantaisie de Botticelli, une variante locale, le signe astral du marié? On ne sait pas. Celui qui pratique la dialectique vous submerge d'arguments afin que vous soyez de son avis. C'est de la manipulation. Le serpent, ou ici le scorpion, fait référence à dialectica mordet, la dialectique morte, puisqu'il y a atteinte à votre intelligence. À côté, la rhétorique est une cousine éloignée de la dialectique. Elle se caractérise davantage par ses grands effets de manche, l'éloquence si vous préférez. En partant du bas maintenant, on voit la musique avec un tambourin et un orgue portatif. Dans la Grèce antique, on considérait que la connaissance de la musique permettait de comprendre l'équilibre du monde. Pareil avec l'astronomie ou l'astrologie, représentée avec une sphère armilière. L'outil en forme d'équerre représente la géométrie, sous-entendu aussi l'architecture. L'arc pourrait symboliser la chasse, mais c'est un sport. Il fait donc référence à la précision qu'il faut avoir pour tirer dans le mille. Et la précision, ce sont les mathématiques, l'arithmétique. Les fresques décoraient la Villa Limi près de Florence. En 1873, la villa doit être restaurée. On se souvient alors que de prestigieux artistes de la Renaissance avaient travaillé dans la région. Aussi est-on très précautionneux. On gratte chaque mur pour vérifier qu'il ne cache pas un trésor. Et bingo, derrière un badigeon, on retrouve ces fresques de Botticelli. Si on les considère à présent comme des œuvres d'art, il faut bien voir qu'à l'époque, elles servaient d'ornement. Au bout d'un certain temps, on avait dû les trouver démodées. On les a donc tout naturellement recouvertes par un nouveau décor. Il faut toujours garder à l'esprit que la plus grande part des revenus des artistes vient de commandes privées. Et cela inclut parfois des travaux de décoration. J'en veux pour preuve de magnifiques panneaux peints par Odilon Redon pour décorer un château. Vous pouvez les admirer au musée d'Orsay. On rêverait d'avoir de tels papiers peints chez soi, n'est-ce pas? Allez, je vous quitte en vous laissant songer à vos éventuels futurs projets de décoration. J'en profite aussi
pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.